Good morning, everyone. Welcome to the webinar on doing business in India, the challenges and opportunities, hosted by SAS Partners, along with the Chamber of Commerce and Industries, Franco-Indian and Business France. My name is Alex Koshi. I'm one of the founder directors of SAS Partners, and I am responsible for guiding our French customers for their successful market entry and setting up of business operations in India. First of all, let me take this opportunity to thank our partners, Chamber, CCIFA, and Business France. We are a member of CCIFA, and we are a part of the Team France Export Solution as a solution partner for India. As we know, India and France share a long-standing relationship at various levels across political, social, cultural, and business. This year also marks the 25th year of Indo-French strategic partnership. Over the years, India and France has evolved as natural bilateral partners, and the business in both sides of the corridors are benefiting from the opportunities which are arising out of our respective economic ties and growth. As I mentioned, SAS Partners, we at SAS Partners has been always in the forefront of working with French businesses who are looking at their international growth. What we often come across is, while India is a large economy, the opportunities are undermarketed, underrepresented for the French companies who are aspiring to grow globally. This webinar is our humble attempt to showcase the possibilities of what India can provide for French businesses. We are essentially planning for a number of programs like this, and this could be one of the first of many which might come up, where the French business can really look at as an information session to get the first view of what probably India can hold for them. Today, we have lined up an eminent list of speakers, panelists, who have considerable amount of experience in working in India, living, traveling, interacting for a number of years, who will be able to share various perspectives and their knowledge about the market. Before I invite my first speaker of the day, please note that this program is going to be in bilingual. The French speakers will be speaking in French, and some of us will be speaking in English. And our team has enabled the Q&A option in the platform. So if any of you would like to have any questions, you may please go ahead and post your questions in the Q&A slot. And during the, towards the end of this webinar, we will try and answer some of those questions. Without further deliberation, please let me welcome Madam Benedict Brewer, who is the president of the Chamber of Commerce of Chamber of Commerce of Industries, Franco-Indian. She is an eminent leader who has considerable amount of experience with corporate experience, and who spent a lot of time with startups and innovation. She has recently taken over as the president of the chamber in the last few years. I would request Benedict to come in, introduce yourself. Please introduce yourself and take us further. Thank you. It's better with some sound. Bonjour, ravi de participer à ce webinaire et merci Alex pour cette introduction. Je ne vais pas me présenter davantage, vous l'avez fait et je pense que ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc ravi de participer à ce webinaire organisé conjointement entre SAS et la Chambre de commerce franco-indienne que j'ai le plaisir et la lourde tâche de présider depuis un peu plus de 18 mois. Le sujet, c'est donc pourquoi considérer l'Inde. La première approche, c'est de dire que tous les chiffres qui concernent l'Inde sont énormes. On parle au superlatif en permanence. Je vais vous balayer rapidement les grandes masses.
C'est un pays continent d'1,4 milliard d'habitants, ce que vous savez tous, la 5e puissance économique mondiale. L'âge médian de la population, c'est 27 ans. C'est un marché considérable. J'ajouterais que c'est un pays optimiste et en croissance. Croissance économique de 7% par an. Quand on voit la taille de ce marché, c'est assez exceptionnel. Une classe moyenne en croissance et avide de consommation. Donc l'Inde n'est pas ce que certains ont pu considérer à un moment comme du sourcing bas de gamme dans le domaine informatique. L'Inde aujourd'hui conduit une politique considérable dans le domaine de la R&D. Ils ont une capacité d'innovation reconnue dans des tas de domaines, l'électronique, le retail, le secteur automobile, l'aviation. Ils sont parés pour les deep tech. Il y a quelques politiques indiennes qui ont été révélées récemment, comme la politique nationale deep tech, le National Quantum Mission, le National Strategy for AI. Donc, passer à côté de l'Inde, c'est une erreur fondamentale. Il y a des opportunités pour les entreprises françaises évidentes. En même temps, c'est un pays continent. C'est un peu comme si on comparait l'Inde et l'Europe. Il faut choisir l'État dans lequel on veut s'installer, compte tenu du caractère plus ou moins business-friendly que peut avoir cet État, compte tenu de l'écosystème local et de l'industrie dans lequel vous êtes. Donc, il faut savoir choisir son partenaire d'accompagnement ou son partenaire de co-investissement ou d'implantation. Business France est là pour le faire. D'autres cabinets sont là pour le faire, comme SAS par exemple, que je salue comme membre de la Chambre. Et ça me donne l'occasion de vous donner 2 mots sur la Chambre. La Chambre de commerce franco-indienne est là pour justement vous éclairer en France, à côté de vous, sous vos fenêtres. Elle peut vous faire rencontrer vos pairs, c'est-à-dire d'autres entreprises petites, moyennes ou ETI qui ont fait l'expérience de l'Inde ou qui sont en train de la considérer. Vous pourriez échanger avec eux. Vous pouvez échanger aussi avec les directions générales des grands groupes du CAC 40 qui sont déjà implantés, tous à une seule exception. Donc c'est un moyen de pouvoir mieux comprendre et de mieux vous assurer, de vous réassurer et de vous entourer de conseils à côté de chez vous. Une fois que vous aurez fait le choix de partir en Inde, vous pourrez rejoindre évidemment notre homologue en Inde qui est l'IFKI, qui d'ailleurs pourra vous aider à votre arrivée avec par exemple des bureaux partagés. Donc l'Inde est une opportunité évidente, pas toujours complètement facile, donc il faut savoir se faire accompagner, mais ne pas penser à l'Inde dans son plan de développement international aujourd'hui est une aberration. Voilà ce que je voulais vous dire et je repasse la main à Alex. Thank you, Benedict. Thank you so much for that presentation. So let me welcome Eric Fajol as the next speaker for this webinar. Eric Fajol is the head of business France at the French Trade Mission to India based out of New Delhi. He has a background in the Ministry of Economy and Finances of France, where he has served as an advisor to 3 former French ministers. He has extensive international experience in promoting French trade and investments, and he's a professional and dynamic leader who strives to foster strong economic ties between France and India. Over to Eric. Merci beaucoup. Thank you very much, Alex. Good afternoon, everyone. So as Benedict has spoken in French, I think I can speak French as well. As we are addressing French company to do business in India, I think it's more logic. So bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Ravi et merci SAS Partner pour cette invitation, ainsi que la Chambre de commerce et Benedict pour participer à ce webinaire. Je suis totalement en phase, et c'est normal, avec les propos de Bénédicte Brouard, tout simplement parce qu'on vit un Indian moment, comme dit notre ambassadeur, qui fait que cette année en particulier, 2023, c'est pour nous, Business France, la meilleure année depuis très longtemps en termes d'accompagnement des entreprises françaises
qu'elles soient start-up, PME, ETI et même grands groupes, puisqu'on a des grands groupes en portefeuille, que nous accompagnons sur le marché indien. Donc il y a un vrai changement de paradigme, il y a surtout un vrai changement de perception en France et dans le monde. Je crois que les situations de conflit qu'on observe sur plusieurs endroits de la planète font qu'aujourd'hui, l'Inde est devenue un marché à forte croissance, ça a été dit, un marché avec des opportunités extrêmement intéressantes, un marché qui est stable de par sa géopolitique, un peu plus stable qu'ailleurs, et parfois assez méconnu par des exportateurs et des entreprises qui sont venus il y a 10 ans, mais qui doivent revenir aujourd'hui parce que ça a complètement changé. C'est plus la même Inde, c'est un peu le New India qu'on a connu auparavant. Néanmoins, et c'est ce qu'on dit aux journalistes français, ce n'est pas pour autant le nouvel Eldorado. Hein, on se méfie toujours de ces pays qui tout d'un coup deviennent à la mode. des pays qui tout d'un coup deviennent à la mode. J'ai connu ça au Brésil. Voilà, le marché est toujours un marché difficile d'accès et ça, il faut le savoir. C'est un marché avec des droits de douane particulièrement élevés dans beaucoup de produits qui rend l'accès au marché depuis la France difficile. Ensuite, il y a une politique très forte d'industrialisation du pays. Hein, l'idée, c'est vraiment d'être le China Plus One. C'est aussi le cas des autres pays de l'ASEAN, mais l'Inde a une vraie politique China Plus One pour construire et solidifier son industrie. Elle est en train de le faire sur les panneaux solaires, elle est en train de le faire sur les semi-conducteurs, et dans beaucoup de produits, on voit des gigafactories qui habituellement étaient en Chine se construire aujourd'hui en Inde, et il y a un vrai changement grâce au Make in India qui fait monter un peu la part de l'industrie dans le PIB indien. Puisque l'Inde est quand même un grand pays agricole et un grand pays de services informatiques et de services d'une manière générale, comme on le sait. Voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Et je dois dire, puisque le thème de l'intervention, c'est l'écosystème français d'accompagnement des entreprises, qu'on est tous très actifs, que ce soit la Chambre de commerce de Bénédicte en France, que ce soit l'IFCI, la Chambre franco-indienne ici en Inde, que ce soit Business France, mais aussi tous les partenaires de la Team France Export. Et d'ailleurs, je profite pour saluer SAS Partner qui vient de rentrer dans le dernier appel à candidature. Donc, parmi ces 8 référencés en Inde, des partenaires de la Team France Export, où on a donc 3 cabinets de conseil et d'audit, dont SAS, 2 cabinets d'avocats, un cabinet de ressources humaines et d'implantation, de relocalisation, la Chambre et Altios également, qui font de l'accompagnement, mais on le fait intelligemment, et Business France est plutôt sur l'amont, l'accompagnement amont, et tous les référencés que j'ai cités sont plutôt sur l'aval, c'est-à-dire pour permettre justement de s'implanter en Inde et d'adresser ce marché relativement dynamique, enfin même très dynamique aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité. Et contrairement aux idées reçues, alors c'est vrai que tout le CAC 40 quasiment, on a 38 ou 39 entreprises, grands groupes du CAC 40 installés en Inde depuis très longtemps, avec des belles réussites comme Schneider. Je crois qu'on va parler de Legrand tout à l'heure, mais Schneider a 35 usines en Inde, de belles réussites aéronautiques, dans le domaine de la défense également. On a des secteurs, je pense aussi à Saint-Gobain, même dans l'agroalimentaire, avec Lactalis, Avencia, qui ont des usines ici, hein, très clairement. Et je pense que la France participe, même si nous faisons que 1% des importations indiennes, c'est à peu près 6 milliards, autour de 6 milliards d'exportations. En revanche, nous avons quasiment 800, même un peu plus, filiales françaises en Inde. Et ce que je veux dire, c'est qu'elles sont de toute taille. Une start-up française peut s'implanter ici avec l'aide de French Tech ou des structures que j'ai citées, ou de cabinets comme SAS. Ça peut être des PME. On a vu l'an dernier plusieurs ETI françaises faire de belles acquisitions en Inde, et ça, c'est aussi possible. On a vu aussi des créations de JV, mais avec toujours garder en tête que la JV, elle n'est pas pour l'éternité. Donc, quand on rentre sur ce marché et qu'on fait appel aux partenaires de la TFE, le conseil qui est donné par certains, c'est vraiment de créer la filiale avant de rentrer dans la JV, parce qu'il faut toujours penser au coup d'après.
et comment on se sort de la JV. Ça fait 4 ans que je suis en Inde. Je mets un point là-dessus parce que j'ai vu depuis mon arrivée quelques sorties de JV qui ont pu être un peu compliquées pour certains. Mais je crois qu'on est tous là pour vous accompagner. Alors nous, Business France, on est avec les chambres de commerce françaises en France, donc dans ce réseau de la TFE, où vous avez des conseillers internationaux dans les chambres de commerce sur tout le territoire français, mais aussi avec BPI France, des chargés d'affaires qui sont là avec un portefeuille d'entreprise pour vous conseiller sur les destinations. C'est vrai que l'Inde, en sortie du Covid, c'était pas la destination la plus vendue. Ça a changé cette année et ça a vraiment poussé un peu tout le monde à montrer aussi, c'est la force de ce qu'on est en train de faire de manière collective en Inde, à être présent, beaucoup plus présent sur les salons professionnels indiens. Donc, on a eu une dizaine de pavillons France cette année en Inde, que ce soit dans l'aéronautique qui marche très fort, que ce soit dans la pièce automobile. On était sur le salon de la pièce automobile avec Valeo, mais avec aussi des PME. Des PME d'ailleurs qui ont créé des structures et des structures industrielles en Inde. Et c'est pas de la relocalisation, c'est vraiment la structure industrielle, elle est pour le marché domestique et elle est éventuellement pour les réexportations dans la région, voire sur le marché africain. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le développement d'une PME en Inde. Et donc, on a vu grossir cette demande ces dernières années et on laissait de l'accompagner avec nos 4 bureaux. Donc, nous, on est sur 4 bureaux en Inde, à Delhi où je me trouve, Mumbai, Bangalore et Chennai, avec des experts qui suivent secteur par secteur le développement des entreprises. Voilà, donc on le fait de manière individuelle, je l'ai dit collective avec les pavillons. On a eu une très belle mission la semaine dernière de producteurs de vin. On a eu la chance d'avoir Thomas Pesquet avec une belle délégation spatiale. Donc on voit qu'il y a plein de secteurs sur lesquels l'offre française, moi je crois beaucoup aussi au médical, à l'hospitalier, où on est aussi actif dans ce secteur, mais aussi la cosmétique. Ce matin, on était sur le luxe. Il y a pas mal de secteurs qui sont finalement assez ouverts pour des exportations, en dépit du fait que parfois c'est lourdement taxé, mais ça reste quand même possible, et surtout pour des implantations. Et c'est là où je pense vous pouvez bénéficier, parce que c'est pas un marché simple à comprendre, ni culturellement, ni dans les affaires, voilà, ni en général. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur une structure de la Team France installée en Inde, que ce soit encore une fois les chambres, les cabinets ou nous-mêmes, je pense que ça rassure pour pas faire certaines erreurs que d'autres ont pu faire en arrivant en Inde. Voilà. Mais pour finir par là, je vais aussi donner une touche un peu positive sur cette tendance qu'on observe. C'est aussi de dire qu'on on est un peu le baromètre chez Business France de l'activité dans un pays des sociétés françaises. Donc là, clairement, depuis janvier, il y a une vraie demande entrante et un vrai regain d'intérêt, et c'est bien des PME françaises. Et ce que je dois noter depuis ces 3 ans que je viens de passer, il y a très peu de conflits avec les Indiens. Ça, je l'ai vécu dans d'autres pays. Il y a quelques impayés de part et d'autre, d'ailleurs. C'est pas que les Indiens qui peuvent oublier de payer tel ou tel container. Ça arrive aussi dans l'autre sens quand on fait du sourcing en Inde. Mais globalement, il y a quand même très peu de conflits. Il y a quelques sujets pour certains groupes, pour certaines sociétés. Mais par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs, on est quand même dans un pays assez safe sur tous les plans pour faire du business ici. Encore une fois, encore mieux si on est accompagné par un vrai connaisseur du pays, quelle que soit la structure partenaire. Voilà, merci. Et donc, on vous attend tous à la chambre d'abord avant d'aller en Inde, parce que c'est là que vous comprendrez comment ça se passe. Et sous l'œil bienveillant de notre ami Eric, qui vous accueillera à la sortie. Alors, sachant que je viens de dire que nous sommes sur tout le territoire français, dans toutes les villes de France, avec des collaborateurs qui sont vraiment proches des entreprises, qui ne sont pas toutes à Paris ou dans le 92. Voilà. Thank you. Thank you, Eric. It was quite impressive in the sense that
the kind of work that the team Business France is doing in India. Thank you for sharing the practical information about how the institutional mechanism out there, which is available for French companies who are looking at India as a market. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Jean-Charles Thouars. He's an advisor to SAS Partners. He's based in Nantes in France. He has more than 30 years of experience in working with the Legrand Group, a French multinational company with global presence. He has held various leadership roles in marketing, strategy, and business development in India, China, and Singapore. So he can talk about not just about India, but Asia at large, and especially with the China Plus strategy, what we're talking about. He is somebody who has experienced firsthand. As a managing director for Legrand in India for 11 years, he has acquired a deep understanding of Indian business environment and culture. His cross-cultural, rich management experience and expertise in India helps foreign businesses overcome the challenges and capture the opportunities of the Indian market. Over to you, Jean-Charles. Thank you, Alex. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, au cours de cette courte présentation, partager avec vous effectivement mon vécu en Inde et les leçons que j'en ai tirées. Je commencerai. Alors, j'ai effectivement passé 11 ans en Inde sur une période de 20 ans. J'y ai vu les débuts d'une petite filiale d'un grand groupe français. Et puis 20 ans après, je vous expliquerai un peu ce que cette filiale est devenue. Et comment elle est devenue une vraie success story pour le groupe Legrand. Je suis rentré en France à la fin de l'année 2019 et depuis, comme je suis un convaincu de l'Inde, j'essaie de porter la bonne parole et de partager cette expérience et donner l'envie aux entreprises françaises de s'implanter en Inde. Puisque, comme l'a dit Bénédicte, c'est un marché, quand on a une stratégie export, c'est un marché que l'on ne peut pas ignorer. Je parlerai un peu donc de l'histoire globale de la collaboration de la France et de l'Inde, et puis on rentrera dans le vif du sujet après. Je vais partager avec vous une présentation. J'espère que ça va marcher. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Je sais pas. Amrita, did you open the link for me to present? Can you try to present now, JC? Yes, I will. No way. So maybe you can present from your side, because it seems that it's not working. Yes, okay, it's coming. I think it will work. Sorry for that. Can you see my slide? Yes. Is it visible? Okay, perfect. Sorry for that. So, donc quelques mots d'histoire pour vous dire qu'en fait la route des Indes existe depuis très longtemps, puisqu'on a retracé le premier voyage 100 ans avant notre ère, que le commerce est progressivement développé. Et pour ce qui est de la France, c'est bien sûr au XVIIe et XVIIIe siècle, sous l'influence de l'initiative de Colbert, que les premiers comptoirs français se sont installés en Inde, et on
On a donc compté en 1674 cinq comptoirs, dont le plus connu était Pondichéry, qui est resté français jusqu'en 1962. Et on voit sur la carte de droite que l'influence française s'étendait bien au-delà de Pondichéry et de ses comptoirs. Tout ça pour vous dire qu'à partir de là, un certain nombre d'accords, le lien entre la France et l'Inde a toujours été très tenu, et il s'est accéléré lorsque l'Inde s'est ouverte à partir de 1991 par une suite d'accords stratégiques, de contrats et d'engagements respectifs. Le plus emblématique, et je dirais c'est celui qui a vraiment marqué notre relation, c'est la signature en septembre 2016, la signature d'un contrat pour 36 Rafale. Je crois que c'était le premier contrat de cet ordre signé par l'entreprise française. C'était vraiment un contrat d'État à État qui marque un engagement stratégique profond, parce que quand vous achetez des avions de combat, c'est pas un engagement d'une année, 2 années, c'est vraiment un engagement sur le long terme, qui en plus a débouché sur des accords industriels et la capacité pour l'Inde de fabriquer aussi une partie de ces avions de combat progressivement sur son territoire. À la suite de ça, et en particulier depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir, il y a beaucoup d'échanges, de témoignages de cette collaboration, de ce partenariat. En 2016, le président Hollande a été invité pour la journée anniversaire de la Constitution, et c'est la première fois qu'une armée défilait aux côtés de l'armée indienne ce jour-là. Donc un certain nombre de rencontres, un certain nombre de contrats, un certain nombre d'engagements d'État à État, tant en France qu'en Inde, et puis des engagements sur le numérique, des engagements sur la défense, bien sûr. On en a parlé, sur l'éducation, sur les droits, sur la propriété intellectuelle, etc., etc., etc. Et donc beaucoup de liens et comment dire, une relation à la fois très cordiale, qui est à la fois stratégique, politique, militaire, économique. Quelques indicateurs. Bon, la population, évidemment, 1,4 milliard d'habitants. C'est un pays, c'est le premier pays dans le monde. L'Inde a dépassé la Chine cette année, en avance d'ailleurs sur ce qu'on avait imaginé. Et l'Inde restera le premier pays en termes de population mondiale dans les années, voire les décennies à venir. Une population extrêmement jeune. L'Inde est un pays jeune, donc une moyenne d'âge de l'ordre de 27 ans. Ça donne évidemment à la fois un dynamisme, un potentiel, et puis aussi des opportunités. Cette jeunesse, imaginez par exemple que il y a 1 millier d'universités en Inde, il y a 45 000 collèges et 35, grosso modo 35 millions d'étudiants. Donc ça, c'est une population qui va progressivement arriver sur le marché du travail, sur le marché de la consommation aussi. C'est une ressource énorme en termes de talent qui est à disposition des entreprises. Quelques chiffres macro, la croissance, Bénédicte en a également parlé, une croissance qui est stabilisée autour de 7%, c'est évidemment la première croissance mondiale pour un pays de cette taille. C'est aujourd'hui la cinquième économie du monde. On imagine que d'ici 2030, ça deviendra la troisième, derrière la Chine et puis les États-Unis. Une économie qui est constituée essentiellement pour moitié de services, et puis une part de l'agriculture qui diminue année après année, qui était il y a quelques années de 50% et qui aujourd'hui est en fait inférieure à 20%, bien qu'employant une grosse partie de la population. Autre caractéristique qui est aussi propice au développement des affaires, une inflation qui est stabilisée. On a connu une inflation à
à 2 chiffres pendant de très très nombreuses années. Depuis l'arrivée de Moody, pratiquement, cette inflation a baissé, s'est stabilisée autour de 5%. Des réserves qui sont considérables, un investissement étranger qui est de plus en plus important, avec la principale partie autour de ce qui touche au digital, à la fois en software et hardware, un investissement fort aussi dans les services, dans le trading, la pharmacie et l'automobile. Et puis une part des investissements françaises qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros sur 13 ans, et qui nous positionne au 11e rang des investissements pour l'Inde, ce qui est relativement modeste, mais qui s'améliore année après année. Eric vous l'a dit, il y a à peu près 700 entreprises françaises sur le marché indien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, c'est probablement les multinationales qui ont tracé la route au départ, mais on voit aujourd'hui de plus en plus de petites et moyennes entreprises s'implanter dans le sillage de ces entreprises multinationales, mais aussi pour créer leur propre business de manière indépendante sur place. Un point important aussi en ce qui concerne l'import et l'export de ce pays, bon, on voit que la balance commerciale est déficitaire, mais elle est altérée énormément par l'énergie, puisque l'Inde ne produit pas de pétrole et importe la totalité pratiquement de son pétrole, et que ça représente à peu près 200 milliards d'euros, 200 milliards de dollars par an de dépenses, pardon. Énormément d'actions qui ont été faites sur ces 7 ou 8 dernières années pour essayer de promouvoir l'Inde et de développer l'Inde et d'en faire un hub industriel. C'est vrai qu'il y a, je n'allais pas dire une obsession, mais en tout cas un regard très très marqué sur la Chine et sur cette comparaison qu'on fait assez souvent entre la Chine et l'Inde. L'objectif du gouvernement en lançant une action qui s'appelle Make in India est vraiment de faire en sorte que justement l'Inde puisse se développer sur le plan industriel, sur le plan des investissements extérieurs, sur le plan de ses exportations, faciliter aussi, développer les infrastructures qui étaient vraiment un point bloquant pour le développement du business. Ça a débouché sur un certain nombre de projets de grande taille, hein, et c'est souvent ce qui d'ailleurs étonne et marque en Inde, ce sont les volumes d'une manière générale, quels qu'ils soient. Donc des projets autour du développement des smart cities, autour des startups, la formation, un très très gros investissement sur l'information. On considère que depuis le lancement de ce plan, plus de 35 millions de jeunes ont été formés pour créer donc cette main-d'œuvre dont l'industrie a besoin pour se développer. La facilitation de l'investissement étranger en Inde grâce à des procédures qui maintenant sont digitales et qui permettent de soumettre ces projets beaucoup plus simplement. Et puis la création de zones économiques spéciales qui permettent aussi pour les entreprises qui souhaitent utiliser l'Inde comme une plateforme de fabrication pour les exportations, et bien de travailler en allégeant le principe des démarches administratives et en facilitant justement tant sur le plan logistique, des pratiques et fiscales, le développement des entreprises et l'activité des entreprises sur l'Inde. Un point aussi très très notable, hein, pour moi qui ai vécu l'Inde sur une vingtaine d'années, c'est la digitalisation du pays. C'est impressionnant de voir ce pays qui était un pays essentiellement, j'allais dire, traditionnel dans les transactions, partout où vous alliez, il y avait énormément de papiers, de dossiers, etc. Et beaucoup de procédures, notamment des procédures administratives, et de voir comment, en l'espace de, j'allais dire, entre moins d'une dizaine d'années, comment le pays s'est digitalisé.
le plus emblématique pour moi, je trouve, c'est le fait que pratiquement tous les Indiens maintenant ont leur carte d'identité digitale et que cette prouesse, elle s'est effectuée sur une période de 1 ou 2 ans. Il y a 740 millions d'utilisateurs d'Internet. Le taux d'équipement en mobile est de l'ordre de 100% aujourd'hui. Il y a une vraie digital economy qui s'est créée, créant des opportunités de business, notamment dans les services financiers, et puis créant évidemment des emplois associés. On pense souvent à l'Inde comme étant un pays complexe, difficile à aborder, avec beaucoup j'allais dire, de démarches administratives, la complexité des lois, la complexité de circulation, etc. Ce qu'on voit, c'est que année après année, et c'est beaucoup plus sensible ces dernières années, la facilité pour y faire du business s'améliore très sensiblement. L'Inde a créé des corridors industriels, aujourd'hui au nombre de 11, l'idée étant là aussi de contribuer au développement industriel du pays et à faciliter les transports. Ces corridors, c'est des regroupements d'industries autour de certaines régions, avec l'idée de faciliter à la fois la logistique, la communication, l'accès dans ces zones. Donc 11 zones aujourd'hui, avec l'idée que d'ici 2 ans, ces zones représentent 25% de l'activité manufacturière dans le pays. Tous les secteurs pratiquement, tous les secteurs sans exception sont en fort développement. Ce qui frappe toujours dans ce pays, et c'est ce que Bénédicte a dit en introduction, ce sont les volumes. C'est-à-dire que dès que l'on aborde un secteur économique, on est face à des milliards d'investissements, des millions, voire des centaines de millions en quantité. Et le développement de la classe moyenne, la croissance économique font que chacun des secteurs du pays est en développement. Je ne vais pas énumérer, mais là, vous avez les principaux secteurs de l'activité économique, et vous voyez les sommes et les potentiels de chacun des marchés, ce qui signifie donc des opportunités dans chacune de ces zones. 3 secteurs privilégiés pour la France, où des accords à la fois gouvernementaux, mais aussi où des entreprises privées se développent. La défense, évidemment, on en a parlé autour d'Assaut Aviation, Safran dans son sillage. Et puis un certain nombre de sous-traitants, puisque comme on l'a évoqué, les programmes visent à une fabrication locale des armements indiens. L'énergie, alors oui, à noter aussi que l'Inde est un gros client d'Airbus, notamment Air India, qui a été récemment repris par Tata, qui a passé, je crois, une commande de 250 Airbus en début d'année. L'énergie, c'est un vrai sujet en Inde, et là encore, de nombreux accords et de collaboration autour d'énergies renouvelables, de façon à permettre au pays progressivement d'acquérir une forme d'indépendance énergétique. Et puis, l'industrie digitale, l'informatique, le hardware, le software, beaucoup en outsourcing. Et on cite souvent l'exemple de Capgemini, qui aujourd'hui a pratiquement 200 000 personnes en Inde pour ses activités à l'export. Quelques exemples de compagnies qui, soit dans le domaine de l'énergie, soit dans le domaine de la défense, de l'automobile,
l'engineering des villes, les télécoms, l'espace et puis l'aviation civile. Toutes ont des success stories dans ce pays, ont signé des accords, des joint ventures ou sont en propre implantés localement. Alors, un exemple qui me tient tout particulièrement à cœur et pour lequel je voudrais partager mon expérience avec vous, c'est l'exemple de Legrand qui est donc arrivé en Inde il y a maintenant 25 ans. Au travers d'une petite acquisition qui faisait 700 personnes, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis progressivement, au fil des ans, cette entreprise s'est développée à la fois par croissance organique, en élargissant le nombre de gammes de produits à son catalogue, et puis en croissance externe, en faisant l'acquisition d'entreprises qui lui permettaient soit d'augmenter sa part de marché dans des domaines existants, soit attaquer de nouveaux domaines. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est 6 000 personnes, c'est 10 usines, c'est 1000 vendeurs et une couverture complète du pays, et ce sont des positions de leadership. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil des années, l'entreprise est devenue, enfin la filiale est devenue l'une des toutes premières filiales du groupe et la première parmi les BRICS. Quelques leçons à tirer de ça, c'est d'abord que la première des choses, quand on commence à regarder le marché indien, alors ce qu'on regarde d'abord, évidemment, ce sont les volumes qui sont toujours impressionnants, quel que soit le domaine auquel on s'attaque. Mais ce qu'il faut chercher, c'est comment accéder au marché pour des raisons géographiques, pour des raisons j'allais dire, de taille du pays. Eh bien, l'accès au marché est forcément une condition de succès. Et trouver les bons partenaires, trouver la bonne acquisition suppose que les cibles que l'on vise soient justement pas forcément les plus performantes, mais en tout cas aient le meilleur accès au marché possible. Il faut être indien en Inde, typiquement que j'ai vécu, moi, on était à peu près 6 000 personnes, c'est ce que je vous disais, on était deux Français. Il faut s'appuyer sur les talents locaux, sur les ressources locales, le savoir-faire, pour pouvoir se développer. Et puis, dernier point, on ne vient pas en Inde pour voir. Je veux dire, c'est quelque chose qui suppose une stratégie à long terme, ça suppose pas mal de patience probablement, et puis une adaptabilité à la fois à la culture, aux coutumes locales. Et en tout cas, c'est quelque chose que l'on ne peut planifier que sur le long terme. Les résultats ne seront jamais immédiats. Quelques mots peut-être un peu plus d'ordre général. L'Inde, c'est d'abord plus qu'un pays, c'est plusieurs pays. Hein. Bénédicte vous disait, c'est que comparer l'Inde à la France, c'est vraiment réducteur. C'est 6 fois la France en termes de taille, c'est 20 fois la France en termes de population. Et chaque zone, chaque État a ses spécificités de langue, de culture, de religion, de tradition. Et donc, il vaut mieux choisir la zone à laquelle on s'attaque plutôt que d'ambitionner viser le marché indien dans sa totalité. On parle souvent de pourcentage, comment dirais-je, de part de marché en pourcentage, etc. Je pense que là, il faut considérer les volumes, parce que chaque domaine que l'on adresse, les volumes sont considérables. Donc, on peut, je ne vais pas dire de manière facile, mais on peut raisonnablement obtenir des volumes très sensibles, même si la part de marché demeure modeste. Il faut se poser la question de ce qu'on vient y faire. Est-ce qu'on adresse le marché indien? Et donc, est-ce qu'on va s'établir en Inde pour
conquérir le marché indien, ou si on considère que ça peut devenir une base pour de la réexportation compte tenu des coûts de main-d'œuvre du pays. En termes de relations avec les partenaires, je vous ai dit qu'il était vraiment essentiel de pouvoir s'appuyer sur un partenaire sur le bon partenaire avec lequel on va pouvoir créer la confiance. Cette confiance, justement, c'est une condition sine qua non de réussite. Tant que vous n'aurez pas créé la confiance avec ce partenaire, il sera vraiment difficile d'avancer sur le plan contractuel et sur le plan opérationnel. Donc la relation, à la fois dans sa construction, mais aussi dans sa durée, sont essentielles au bon fonctionnement des affaires. Et pour ça, il faut, lorsqu'on progresse et lorsque l'on va vers un accord, vers un contrat, vers une relation durable, il faut que l'intérêt demeure pour ce partenaire. Ce qui veut dire que si vous avez signé un contrat et prévu toutes les clauses de son fonctionnement, si à un moment donné l'intérêt diminue de la part du partenaire, le risque c'est que le contrat il ne devienne que du papier et que dans la réalité votre association ne fonctionne pas. Je vous l'ai dit, le pays est comment dirais-je, une mine de talents, hein. Vous avez pratiquement 1 million d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail tous les mois. Un certain nombre d'entre eux ont étudié à l'étranger. Vous trouvez dans tous les domaines financiers, industriels, marketing, RH, vous trouvez des talents sur place susceptibles de vous accompagner dans votre développement. Et moi, ce que j'ai vécu sur place, c'est vraiment, et ce qui m'a toujours séduit et plu dans la façon de travailler sur place, c'est que les gens qui travaillent à vos côtés, ce sont des gens qui sont motivés, qui ont vraiment à cœur que votre entreprise se développe, qui en sont fiers et qui sont vraiment force de proposition pour développer l'entreprise, développer sa pénétration, son business. Si vous souhaitez adresser ce marché, il faut y dédier des ressources, hein. Je vous l'ai dit, on vient pas en Inde pour voir, on n'arrive pas en Inde la fleur au fusil. Il faut être capable de pouvoir se concentrer sur la démarche. Cela prend du temps et il faut pouvoir y dédier des ressources pour étudier le marché, pour trouver les partenaires et pour mettre en place une activité si on le souhaite. L'approche, Eric l'a dit, les barrières douanières sont importantes. Donc, imaginez faire du business depuis la France. Bon, ça dépend ce que vous vendez, bien sûr, hein, mais c'est quand même assez illusoire. Et à partir du moment où on va s'implanter en Inde, il faut produire, il faut il faut être indien en Inde, c'est-à-dire que vos produits devront répondre aux critères locaux, et puis à la fois en termes de caractéristiques, mais essentiellement en termes de prix de vente. Donc ça suppose une certaine frugalité, c'est-à-dire que on ne va pas répliquer le modèle ou ce qu'on fait en France en Inde, on va plutôt l'adapter à la fois aux contraintes, aux critères du marché. Et pour ça, il y a une sensibilité toute particulière et au redesign to cost et une créativité pour justement faire des produits qui soient économiquement viables localement. On peut faire confiance. Souvent, l'Inde est inquiète. Et ben en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on pouvait vraiment faire confiance à la fois à ses partenaires et puis à ses collaborateurs. Et, on a la capacité, je veux dire, et plus vous ferez confiance aux gens, plus ils seront capables d'être créatifs, de proposer, de vous aider dans votre business. Le mode de fonctionnement est un peu différent, c'est-à-dire que
faut pratiquer un management de proximité, faire des points d'étape réguliers, mettre des process en place afin de s'assurer que les choses soient faites correctement et durablement. Et avec cette approche donc de process et puis de management de proximité, eh bien l'Inde est tout à fait fiable et tout à fait capable de proposer et de développer des solutions adaptées au pays. Par culture, le non n'existe pas parce que le non, c'est une forme de rupture finalement de l'harmonie qui peut exister entre deux partenaires. Donc, il faut arriver à avoir la sensibilité qu'il faut pour comprendre si le oui qu'on vous dit est un vrai oui et vérifier. Ça, c'est une spécificité de la relation sur place, mais avec le temps, on y arrive. Et puis, il faut prendre son temps, c'est-à-dire que la notion de temps n'est pas tout à fait la même que celle que l'on a. Donc, ça suppose d'être patient, là encore, d'investir sur la durée. Et je dirais que comme en conclusion, je dirais que à la fois tout est possible dans ce pays. Les volumes sont, je vous l'ai dit, sont considérables. On peut trouver les bons partenaires. Et surtout, quelle que soit la situation, il y a toujours une solution. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance, nous, occidentaux, à travailler dans l'anticipation, à essayer de programmer même le non programmable. Les Indiens sont plus dans la réactivité et face à une situation compliquée, ils sauront toujours trouver une solution pour résoudre le problème. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc, les modes d'entrée dans le pays sont multiples. Vous pouvez exporter, vous pouvez travailler sous licence, franchiser des locaux, faire du contrat de fabrication, des joint ventures, acheter, acquérir des entreprises sur place, nouer des alliances stratégiques. Et sur ce point, je vais céder la parole à Alex qui va donc évoquer avec vous ces différents aspects juridiques et légaux d'entrée en Inde. Alex? Yes, JC. Thank you. Thank you, JC. Can I continue from here? Yes. I just. Thank you. That was quite an extensive discussion on about India, about the economic indicators, why the global companies, French companies, should look at India as a market opportunity, and success of case studies of successful case studies of French companies who have come here. You probably would have seen some of the bigger names. What we see in India is when bigger companies are becoming successful, they are essentially bringing a lot of their supply chain to India. In fact, that's something which is very important for the small and medium-sized enterprises. In fact, in the later part of the discussion, we have Bondas, who has essentially is a classic example of following one of their OEM customers to India as a first step towards the market and developed their business in India. Shiva will be talking about it post my discussion. And also it was quite impressive, John Charles, you mentioned about the Legrand story. As we know, you have come at a very early stage in Legrand entry, and today the company has grown leaps and bounds to become one of the bigger names in the electrical industry in India. And it's a name pretty much synonymous, a French name, very, very synonymous with electrical accessories for the Indian market. And congratulations for that, putting the foundation for that growth in India. And that is a classic, a role model for many more companies who are, looking at the Indian market. Moving on from there, the next few minutes, I would like to touch upon the business environment more from a regulatory perspective. When French companies are looking at the Indian market, what are the options available for them? Let me show my slide. And meanwhile, if you have any participants, if you have any questions,
please feel free to post it in the Q&A box. As I mentioned earlier, we'll be glad to pick those questions and answer to them. So when you talk about the regulatory framework in India, there are three key pillars which one should be keeping in mind. One is comprehending, understanding the regulatory framework. The second would be licensing with the regulatory authorities for obtaining various approvals for establishing the business. And the third one would be the compliance of various laws. India, as you all know, India is a developing economy. Now, in 1990, we got independence in 1947. The country has gone through a very slow rate of growth till 1991. Then, because of the external pressures on the foreign exchange reserves and many other aspects, India has opened up the economy in 1991. So various measures has been taken, during 1991, which had a significant impact on how India has progressed post 1991. The country has witnessed phenomenal amount of growth post 1991 because of some of these measures. Now, when we talk about that, India pre-1991, India had a very closed, economy from a regulatory, standpoint. Post 1991, we as a country, we realized the need of having a lot more foreign participation in the Indian economy, for which the regulatory system had to go through quite a lot of changes over the years. And as we are seeing today, the learning what the regulators, the government is getting out of various initiatives has been again brought back into the regulatory framework. So we are going through a constant transition process, which is sort of synonymous with any developing economy. So that what that means is a lot of transition from the physical way of doing things to digital way of doing things is currently underway. A lot of regulations which has been created for various purposes in the past is being consolidated into compressed into one or minimum number of regulations to ease the doing business in India. In fact, Mr. John Charles has shown in the presentation that in the last few years, the ease of doing business in India ranking has come out. We have fared a lot in the ease of doing business in India rank. The streamlining of the regulatory framework is one of the main reasons why India could achieve that. The second aspect when I'm talking about the regulatory framework is the licensing element. The licensing interfaces also has been modified or revamped constantly in the last few years. With physical contact with the regulators are being abolished quite a lot, which are being replaced with the digital front end. So today, a lot of regulatory applications and compliance can be done online. Quite a lot of things, which is a significant achievement in the last few years. Moving further. Typically, any company who is thinking about India essentially have to keep about a number of points, but at least about 4 or 5 key points. One is, what is the activity they would like to do in India? So which is very critical because India, like I mentioned, India is emerged a lot, but still emerging from a very closely guarded economy. That essentially means the foreign direct investments into the country has been restricted for foreigners till 1991, and then we slowly, we have been liberalizing it. Even now, there are some of the sectors where
you have restrictions for a foreigner to invest into the country. For example, when we talk about defense, we have sectoral restrictions. You may not be able to do 100%. You may not be able to own 100% of your investment in the Indian business. So there are some of the sectors which are very strategic to the country. We still have restrictions. The second aspect would be the location. Like again, John Charles mentioned, India is a country, or rather, it's multiple, countries. You are dealing with numerous, states. So it is very important that you need to identify and do a peripheral understanding or a mapping of your activity to India. For example, as I understand, Business France helps a lot of companies in doing the market research activities. Companies are looking at coming to India. So this activity is a very critical element in terms of identifying the best location for you to set it up in India. For example, when we talk about automotive, probably there are two clusters in India, two places in India, be it in Chennai or Pune, could be the best location to come. So likewise, it is very important that you identify the location where you have the ecosystem which is available, which will be conducive for you to set up your business. The third element would be the shareholders. What should be the ownership structure of your Indian business? Again, it is going back to the point of having, the point of bringing investments into the country. Now, while there are capital controls in place, the ownership is freely transferable. The only challenge over there would be to, the funding of the Indian entities, funding of the Indian business. So it leads to the next question of having, having a sort of a short to medium to long term planning of your investment requirement in India. So a thorough study about looking at possible scenarios of how your business might flourish in India is a very critical element in terms of deciding what kind of ownership structure you may want in India and the ability of those owners or shareholders to bring in the required investments to the country. When we talk about the entry options, like I mentioned, the choice of a structure is really dependent on your long-term, medium-term, or short-term strategy. The first question which anybody would like to ask is whether foreign direct investment is permitted in this particular sector. So if the depends on whether the answer is yes or no, or to what extent, will have an impact on how you decide your structures, corporate structures in India. When you talk about the entity structure, the business structures in India, we can essentially look at 2 or 3 methods. In fact, John Charles also in the presentation towards the end mentioned about the commercial structures in India. That means you probably want to look at a partnership arrangement with an Indian company to distribute your products or appoint an agent in India. These are typically a way to market where you find somebody to start selling your product. That would be the starting point. But then it progresses. It progresses to a solid business case, which demands you to have your own persons in India, which could primarily come out of, one is your close nexus to the customer, or your requirement from your customer, or you think that it is better to do it in India than doing it elsewhere, be it in France or in elsewhere, and bring that particular product or service to the Indian market. That essentially demands you to have a local structure in India. Now, when you talk about the structures like you're seeing in the slide, it could be a corporate entity structure or a non-corporate entity structure. When you talk about corporate entity structure, one critical element would be you're thinking about your intellectual property, which could be your fundamental, the business idea, which is driving the whole business. Now, there are cases where, there are 2 broader options. It could be a joint venture with an Indian partner, or it could be your own wholly owned subsidiary. When you talk about joint ventures, we are essentially hinting on,
going faster into the market by leveraging a local partner. When you talk about a local partner, it could be in terms of shared investments. It could be in terms of faster access to the market, because your potential partner in India might already be in the similar lines of business where they can share quite a lot of experience, knowledge, infrastructure, client access, human resource, a number of those competencies which are required. The value proposition what is required can be brought into the table, where the French company can bring in your expertise and put that together to create an understanding, which is a corporate form a company, a joint venture entity, to faster access the market, go to market pretty fast. The second, idea would be to, go ahead and create your own, wholly owned subsidiary in India. When you talk about wholly owned subsidiary, it can be a grounds up, a new venture, or it could be buying out 100% of an Indian business. It could be either of that. When you talk about, again, a wholly owned subsidiary, there are, if you want to come with your own structure in India, it could be in the form of a company, which is a private limited company, or an LLP, which is a limited liability partnership. We are not going a lot more deeper at this time into the technicalities involved in this in this presentation, but the options are really depend on what kind of business proposition you have in India. When you move on to the short-term structures, we are essentially talking about three broader structures: branch office, project office, and license office. These three non-corporate entity structures are preferred for specific purposes. For the branch office and license office, you might have to get prior approval. When you're talking about project office, if you are satisfying certain conditions, you may not have to go for an approval. But the fundamental aspect in this is the company who is looking at setting up a branch or a license office needs to be profitable. In the case of branch office, you need to have at least 3 years of track record of making profits in the home country. That means, when we talk about the French holding, French ownership, the French company needs to be profitable to do that. And the company needs to have a net worth of, at least $50,000. Or in the case of branch office, we are talking about a 5 years of profitable track record and $100,000 of net worth. When it comes to project office, these offices are created for specific project conditions where the foreign entity, the French entity, is granted a project, is secured a project, and the project is cleared by the respective authorities, and the expenses of these offices are funded directly from France. The contract conditions or the funding required for the entity either has to be funded directly from the sources, or it has to be funded by a public financial institutions or a bank in India. Now, some more specific requirements when it comes to the license office, branch office, and project offices. Typically, in any of these instances, you will be able to take your money back from the country after paying the required local taxes. When you talk about the corporate entity structures, a very broad overview. Typically, there are multiple stages involved in terms of setting up a legal corporate entity in India. Like I mentioned previously, the first step would be to check the foreign direct investment conditions to start with, and then you need to make sure that you have the required necessary documents in place. These are the owners documents, the directors documents, and the constitutional documents which are required for the creation of the entity. And most of these documents require attestation of a notary and apostille before you actually go ahead with the process. And you go ahead, for applying for a name, the required name in India.
And when you submit your application today, some of the basic registrations like PAN is the permanent account number, which is the tax registration, and the GST, the goods and services tax, which is equivalent to VAT in France. And some of the social security registration, etc., is being applied alongside your company incorporation application itself. Once you do that, and once you grant the incorporation certificate, then like I mentioned again in the beginning, most of the sectors today we have automatic route. That means you do if the given sector where you want to start your business is allowed allowed under the Foreign Direct Investment regulations, you go ahead and start the company, and after that you do the necessary submissions back to the Reserve Bank of India to tell the bank or the institute, the government, that you have brought in foreign currency to the country. It is a reporting back. And on the other side, wherever there are FDI restrictions, you might have to go for a prior approval from the government. So broadly, from a French company perspective, there are two major regulators. One is the Reserve Bank of India, and the second would be the Ministry of Company Affairs, Minister of Corporate Affairs, who essentially is the regulator who will grant you the permission to start these entities in India. Now, once you register, you have typical compliances which are applicable for you. Typically, the annual income tax returns. You have annual corporate returns which you end up in filing to the Ministry of Corporate Affairs, and invariably, a lot of foreign companies might also have a business relationship with their Indian entity beyond having that ownership structure. That essentially means it could be a sharing of an intellectual property, or sharing of know-hows, or management support, or even supplying goods and services between the Indian entity and the foreign entity. So these are essentially called for deeper scrutiny under the taxation laws, which will lead you to sort of study on the transfer pricing regulations, which will essentially lead you further to do the annual transfer pricing returns, etc. And because you are because you create a corporate entity in India, you might also have to go through the board meetings and annual general meeting, which are essentially the meetings of directors and meetings of shareholders. So you need to have a minimum 4 board meetings in a year and 1 annual general meeting in a given year. And from a taxation perspective, the GST, you have numerous returns, which around 3 main returns which you have to file on monthly basis. And then you have periodic IT filings with respect to your withholding taxes, your advance income tax filing. I mean, the payment and the filing when you are making profits in the country. So it is pretty comprehensive. Some of these could be very similar to France as well, but the way in which it is being administered could be a little different in the Indian context, and the requirement of documentation could also be a little different in India. And another very key point would be in a lot of companies, when the foreign companies are looking at creating Indian businesses, invariably we would advise a lot of them to have the ownership structure in the form of corporate entities for having better administration of their entities in India. This should give you a very high level overview of what is required, and typically these are some of the questions which we often come across, which are asked by foreign investors who are setting up businesses in India. I have already explained to you about the joint ventures and wholly owned subsidiary in India, the type of entity they should be setting up in India. As I mentioned, it really depends on the business proposition and the activity the company is intending to undertake in India. How long does it take? It really depends. But for forming a company, it could be anywhere between
4 to 8 weeks. Depends on the preparation of the documentations, availability, etc. What type of bank accounts we should open in India? Typically, the advice would be to open a current account, which is your business account in India. It's very similar to quite similar to what you do in France as well in terms of the opening of the bank account. In India, a lot of powers of Reserve Bank of India are also delegated to banks who are essentially also known as authorized dealers in India. The funding options for business in India, you can bring money in the form of equity or debt, like anywhere in the world. The two options are either you bring in your own money as equity, or you have debt as an option. In India, the businesses can also be funded. When you talk about that debt route, you could also be lent money to the Indian business. This is essentially called as external commercial borrowings, which are a way of funding Indian long-term capital investments in the country. Can we take money back from India? Of course, foreign investors can take money back from India after paying, taxes in India. There are broadly the different types of taxes. There are two types of direct and indirect tax. The direct taxes are the income taxes, and the indirect taxes are the goods and services tax. And then you also have customs duties for your import or export of goods and services. The corporate tax rates in India, it is, as you may probably be noticing, the tax rates India has been becoming much favorable, to help, more and more businesses to start and, invest more. The tax rates could range anywhere between 15 to 30%, very broadly for newer investments, which are going into setting up new manufacturing units. We have as low as 15% plus additional cess and other charges, which will come to, on an average rate, could come to about 17 to 18%, and on the high end it could go up to about 30%. This is a broader range, but typically companies pay anything between 20 to 25%. That is the current broader taxation rates in India. Can we send an expat to work for the companies in India? Of course, yes. A lot of expats are in India, including a number of French expats who are living and working in India. I do not know the exact number of French expats probably could be working in India, but quite a lot of them. And we have, in our webinar itself, we had John Charles, who was deputed by Legrand to India. We have Eric, who is working for Business France. Likewise, a number of French expats are already in India. They are an integral part of our cross-cultural development exchange and cross-cultural business exchange and development in the Indian market. So that's sort of at a very high level about the regulatory landscape. This is a subject which we can keep talking a lot, but our quick recommendation based on our experiences, have a clear plan before going ahead. Preparation is very, very key, and seek advice on the regulatory framework. Sometimes companies might find it a little difficult, and also evaluate, in India, the states and the central provide some incentives, and benefits for newer investments. Be mindful of the financial obligations and transactions. And it's very important that you are choosing the right set of stakeholders, right from the employees to your partners, etc. Do your diligence before you actually get into a business, a transaction in India, and accept the reality of doing business in India. Like I think John Charles mentioned, or Eric, one of them mentioned, like India is a long-term market, right? So patience is a very key when you are looking at India. A very brief about us, SAS Partners. We are a 60-member team based in southern part of India. While we work with numerous French companies, we already worked with more than 27 French companies, French businesses with more than 100+ client engagements. We've been a trusted partner for many of them, and with our presence in France, along with John Charles,
We are a comprehensive advisor to a number of French businesses already, and we are extremely positive about how this relationship is translating, and we remain at the disposal for more and more French companies to come and set up a business in India. That sort of concludes my brief presentation. With that, let me welcome Shiva from Bontas Group to give a witness to the audience about their experience of setting up business in India. Shiva, along with Sangeet, is here. Welcome, Shiva. Yeah. Thanks, Alex, for the brief introduction. And on behalf of Bontas India, I'm happy to present our success story in this webinar. So Bontas India is basically a wholly owned subsidiary from Bontas Group, located in France. The headquarters is at France, and it's a family-owned Tier 1 organization. And this is the story. It dates back to 1965, where the company started as a bar turning supplier, because the Valley is very well known for the horology industry, and they were making all the precision components for the watch industries. Coming to mid 80s, they have started manufacturing the braking systems for the European vehicles, and also started developing also the integrating of the sales and other departments. Mid 90s, they already recognized as a Tier 1 supplier, and they are starting to expand the footprint worldwide, opening sites across the world. We will get into detail on that. And then starting from 2010 till now and going future, it's about the strategy for the local integration as well as the strategy for all the countries which are participating. That's the global footprint of Bontas. Today, we are in 11 countries with 24 plants. We have 4 R&D centers. The headquarters being at Bontas, France, and then the first subsidiary, I would say, in Europe was opened in Czech Republic, followed with the West Coast countries from Morocco and Tunisia, because from Africa. And then there are plants opened in US and Brazil, US especially in Detroit. And then in Brazil, there is a plant in Sao Paulo. And then in China, there was a plant opened in Shanghai. In Korea and Japan, we represent the sales administrative activities. We don't have a manufacturing facility over there. The very recent one was Portugal, and of course, India was in 2012. Today, we are like 4,000 plus employees in the group. That's the footprint of Bontas India, how we started in India. Back in 2006, the business development started with the help of Sangeet and the Bontas team from France. They had done extensive market research on identifying the potential clients here in India, and the product study was also done. And mid of 2012 and 2014, where the real activities were started. So we had to incorporate this facility with the help of SAS Partners Advisory. We also had to identify the plant location. The plant location was strategically identified in such a way that we are very close to the proximities of the existing OEMs who already supply, who are getting the parts from Bontas subsidiaries all across the world. So we are very close to Ford was there, and then Mahindra, and then Renault Nissan. For the case of Renault Nissan and Ford, they were already getting the parts from Bontas subsidiaries, not from India. Since they came to know the plant was available in India, and they show the interest of getting the parts localized in the Indian facility. And that's where we started the activity for identification of the plant site, and then obtaining the various licenses as explained by Alex in his previous presentation, hiring process, and then the installation commissioning of the plant, and then the process establishment.
Since 2014, the operations was successful, and we started the business with Honda as our first customer. So we are predominantly supplying the parts for the commercial passenger vehicles as well as the commercial vehicle in the automotive sector. So we are starting to increase our presence in the Indian market by nurturing the importance or the business opportunities available in India. So then we are diversifying our product portfolio also, and we are trying to make possible on the making of India the parts in India, so that we don't have the difficulties in importing the parts, or in other words, it will be an autonomy created for the subsidiaries to manage all the activities within the group. And then since 2021, the group has started exploring for the EV applications in India. Our management team, Mr. Christophe Bontas is chairman, and Mr. Daniel Anglone is the CEO of the group. The message is very clear that the team has to meet this tomorrow's technological industrial changes in a sustainable and a responsible way. Some key figures about Bontas Group. Today, all the subsidiaries we have across worldwide is fully owned 100% subsidiary, family-owned subsidiary. We have crossed 272 million euro in 2022 with producing more than 195 million parts. And in specific to India, the plant, as I said earlier, it is located in Chennai. We have a square meter of 5,000 square meter area, surface area. And then we are 220 employees, total workforce. We work with 14 clients in India. We have touched a turnover of 9.3 million euro for 2022 with over 10 million products produced per year. This is the group product roadmap range, and this is how we evolved from a bar turning machining supplier to a fully customizable or a product solution provider to the OEMs. So the main part for us is on the oil mechanical system and the oil electrical system. Basically, these parts come into the IC engines, so to cool and regulate the piston lubrication activities. And then there are opportunities for the electromechanical actuator system for the EV applications also, and also for the coolant system. And going forward in 2020, we had identified ourselves for the fuel cell management system, and also Bontas is making progress to diversify the business to the non-automotive sectors also. Coming back to again numbers, which is very close to Bontas India. Today we work with all major OEMs in India. Our main customer is being Maruti Suzuki, as the market shows. And then we also started with Honda, and subsequently we developed the parts for Mahindra for all the passenger car applications today. We are 100% supplier for Mahindra and Maruti Suzuki for all the cars. And then Ford and Hyundai, Kia, and then Renault Nissan were part of, they are already getting the parts from the Bontas subsidiary, and they showed the interest once the plant was inserted here. So we had to localize all the parts from which was they were getting from Europe, and we need to localize that. And we also had now started the activities for the truck and off-road applications, and we are also in talk with the farm equipment manufacturers also. Main products of Bontas Center India is piston cooling nozzle and the solenoid valve, and then the business share of Bontas India with the OEMs in India. Today, the group, in terms of market presence, we are about 3%. That is likely to increase by 5% by 2023. That's about this. And I welcome Sangeet, our Director, Sales and Strategic Development in India, who can explain about the activities that are being. Thank you, everyone. I invite Sangeet to take over from here. So Sangeet, I suggest that you do it quite fast, because we are already
Yes. close to the end of the presentation. Okay, I'll do that. Good afternoon, good morning, everyone. Thank you, Shiva. Thank you, SS Partners, Business Trends, for organizing this webinar. So this looks like a very quick snapshot on what Bontaz has done and what are we doing and what are we going to do. And this is how we have been able to get into the Indian market, and this is how we plan to sustain in the Indian market. Le plus important reste la même chose pour n'importe quel marché, c'est tâter le terrain, cibler avec votre produit phare pour le marché et aller explorer le marché avec ça. C'est tout ce qu'on a fait. Depuis 2006, je suis représentant commercial de Bontaz en Inde. Nous avons commencé avec notre produit phare qui est un gicleur pour le refroidissement du fond du piston. On en avait d'autres produits aussi à proposer au marché, mais nous avons commencé avec notre produit phare sur lequel on était sûr et certain d'avoir une réussite, qui n'était pas tout de suite, mais qui a eu lieu au bout de 6 ans. Mais au bout de 6 ans, aujourd'hui, Bontaz est le seul fournisseur, si je peux dire, stratégique qui peut développer et ensuite produire pour le marché automobile. Donc, cette approche-là, c'est ça qui nous a aidé à réussir en Inde. Si je peux voir en fait que j'ai pas beaucoup de temps, je vais plutôt m'arrêter ici. Mais si vous avez des questions, il y a SAS Partners qui est toujours là pour répondre ou transmettre vos questions à nous pour qu'on puisse répondre à ça. Merci. Thank you, Sangeet. Over to you, Alex. Thank you, Shiva, and thank you, Sangeet. Jean-Charles, over to you for the concluding remarks. Since we are running out of time. Some questions? No, there is no questions. No. Do we have? Okay, so Yeah. donc Over to you, Jean-Charles. You can conclude it. Okay, so I will do it in French. Tout d'abord, pour remercier l'ensemble des personnes qui ont suivi ce séminaire. Merci beaucoup pour votre présence. Merci aux participants, Bénédicte, Alex, Eric, 24, Sangeet. Je pense que l'espoir, c'est évidemment qu'on ait pu vous convaincre à la fois de l'intérêt du marché indien, qui, quelle que soit votre activité, eh bien, ce marché est accessible. Il représente un potentiel, quelle que soit l'activité que vous exercez. Il y a forcément un potentiel pour ce que vous faites. C'est possible. Les exemples le montrent, que ce soit des multinationales, de la multinationale à la petite entreprise ou l'entreprise de taille moyenne, c'est possible. Il faut le faire de manière structurée, c'est-à-dire arriver avec effectivement un regard sur le marché, essayer de comprendre comment le marché fonctionne, et puis progresser, et puis s'assurer que l'offre correspond bien à ses attentes et trouver les bons relais sur place pour pouvoir promouvoir cette offre, le réseau de distribution, les accès au marché. Et puis, Bénédicte et Eric, Alex, moi-même, on est à votre disposition, nous pouvons vous aider, parce que c'est vrai que c'est un marché d'un abord plutôt plus complexe que d'autres marchés que l'on peut connaître. Mais en tout cas, et sachez qu'il y a des dispositifs, des structures pour vous aider à découvrir le marché, pour vous informer, pour vous accompagner dans votre démarche. Et c'est ce que on se propose de faire pour vous. Je vous l'ai dit, nous sommes tous, je pense qu'on vous aura convaincu qu'on est enthousiaste à propos de ce pays, qu'on est convaincu de la capacité des entreprises françaises à y réussir, et soyez convaincus de notre volonté de vous y aider à toutes les étapes de votre démarche. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, nous répondrons tout à fait favorablement, nous serons à votre écoute, et puis de par notre expérience respective, nos expériences respectives, on pourra trouver les bons moyens d'accompagnement, sachant que vous pourrez être accompagné du début jusqu'à la fin de votre démarche, et après sur le plan opérationnel une fois que vous serez sur place. Merci à tous. Thank you very much. Thank you to all. And as Alex said, we will be back with another seminar in a few time. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you. Bye. Have a nice day. À bientôt.
Thank you, everyone. bientôt. Thank you. Thank you, everyone. everyone. Thank you. Have a Thank nice you. day. Thank you.